Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour parler de l'actualité du jour. Mardi 26 novembre, tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Depuis plusieurs mois, la grippe aviaire contamine des élevages entiers en Australie et elle a aussi été détectée à Hawaï. La Polynésie française a donc renforcé sa vigilance car l'entrée de la maladie sur notre territoire serait dramatique pour la filière volaille. Un séminaire sur la sécurité routière en Polynésie est organisé aujourd'hui et demain. 2 journées consacrées aux pistes de progrès et aux leviers permettant d'améliorer la sécurité routière au Fénois. Avec 3/4 des accidents mortels causés par l'alcool et les stupéfiants, il est important d'agir. L'adjointe à la directrice des sécurités du Haut-Commissariat, Nga Tiaipoi, est avec nous pour parler de la première journée de ce séminaire. L'insertion par le recyclage, une opportunité pour plusieurs jeunes Polynésiens en contrat service civique. L'association FAS les forme en réparation ou encore en couture. L'objectif, solidifier leur base professionnelle pour voler de leurs propres ailes vers le marché du travail. Près de 700 000 huîtres perlières vont prendre l'avion demain depuis Fakarava pour Ayatea. Elles ont été bichonnées en écloserie et vont désormais grandir en ferme perlière. L'opération exceptionnelle a nécessité l'aménagement d'un avion tout entier. Pour en parler, nous serons en direct avec nos journalistes Ayata Tarahu et Melissa Chong. Elles vont suivre pour nous cet avion cargo qui a une mission pas comme les autres. Le film d'animation Vaiana 2 sera disponible dans les salles de cinéma du Fénois à partir de ce vendredi. Mais à Paris, l'avant-première a eu lieu hier. Pour le doublage, des voix ultramarines ont été choisies. Mareva Galanter fait partie du casting. Alors que le Pacifique était jusque-là épargné par la grippe aviaire, le virus qui touche les volailles est désormais présent à Hawaï et en Australie. La Polynésie française est donc en alerte. L'introduction de cette maladie sur notre territoire serait une catastrophe pour la filière des œufs et du poulet. Les éleveurs et les autorités sanitaires ont donc haussé leur niveau de vigilance. Lucille Guichet, Jérôme Lee. Vaiere Mollard-le-Hartel vient tout juste de recevoir ses 1200 poussins, tous en bonne santé. D'ici 8 à 9 semaines, ils seront abattus et vendus au rayon frais de quelques magasins de Tahiti. Et pour préserver son cheptel de tout risque viral, elle prend d'infinies précautions. Comme tous les autres éleveurs de volailles, Vaiere se fournit exclusivement en Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, ils sont indemnes, donc on gratte du bois pour que ça continue. Et la Nouvelle-Zélande a un contrôle strict par rapport à la grippe aviaire. Et ça, c'est rassurant pour vous? C'est rassurant, mais en même temps, Hawaï n'étant pas loin, on s'inquiète parce que ça peut arriver par les volatiles, par les personnes. Le virus de la grippe aviaire est désormais présent en Australie et à Hawaï. Si la région Pacifique était jusqu'alors préservée, la menace est prise très au sérieux par les autorités sanitaires. À la première contamination, c'est tout le cheptel qu'il faudra abattre. Une catastrophe pour la filière œufs et poulets de chair. Les contrôles de la biosécurité se sont renforcés. Sur ce vol, les produits issus d'animaux sans certificat sanitaire ni étiquette d'origine sont confisqués avant d'être détruits. Comme ces omelettes japonaises. Ça, c'est depuis hier au soir. Il y a de la grippe aviaire partout en Asie, en Europe, en métropole et également aux États-Unis. Là, dernièrement, elle vient d'arriver à Hawaï, donc on renforce les contrôles. Et pour l'instant, dans le Pacifique, on est relativement privilégié. L'Australie a quelques foyers actuellement, mais toutes les autres îles, Nouvelle-Zélande et autres îles du Pacifique sont encore indemnes, comme nous. Et donc, on cherche à préserver ce statut sanitaire. De leur côté, les éleveurs de volailles doivent déclarer leurs animaux malades ou toute mortalité anormalement élevée. C'est une aide financière européenne qui pourrait changer beaucoup de choses en matière de protection des oiseaux endémiques. La Société ornithologique de Polynésie, Manu, vient de lancer le projet Stop Extinction, financé à 80% par l'État via le Fonds vert. Une enveloppe de 328 millions de francs est débloquée, en plus d'un financement de LIFE, un fonds européen. Le projet de la SOP Manu prévoit la restauration écologique de 5 sites sur 3 archipels, la Société, les Marquises et les Australes, pour la sauvegarde de 5 espèces d'oiseaux endémiques, dont le monarque de Tahiti, le but étant de préserver leur habitat en luttant contre les espèces envahissantes. Les détails avec Caroline Blanvillain, coordinatrice du projet, au micro d'Axel Mézinel et Jérôme Lee.
Soit l'île est petite et on peut éradiquer ces espèces introduites et on retrouve un écosystème merveilleux capable d'être un havre de paix pour les espèces endémiques de Polynésie. Soit on ne peut pas parce que l'île est trop grande, par exemple Tahiti, et dans ces cas-là on fait un contrôle continu, permanent et éternel des espèces envahissantes qui s'y trouvent et qui menacent ces oiseaux. Qui dit éternel dit si on veut les sauver vraiment, il faut trouver des financements durables. Et le projet Life Stop Extinction va nous permettre d'essayer des solutions durables de autofinancement pour sauver ces espèces sur le long terme. Donc il y a tout un cheminement comme ça, qu'on va avoir 6 ans à faire et qui vont nous permettre d'avoir des modèles qu'on pourra après appliquer aux 20 autres espèces menacées. À partir du 5 janvier prochain, Air Tahiti Nui va arrêter sa liaison aérienne entre Paris et Seattle. C'est le directeur général d'ATN, Mathieu Bechonnet, qui l'a annoncé dans une interview au site spécialisé simpleflying.com. La compagnie Alatiare va concentrer ses ressources sur la ligne Papeete-Paris via Los Angeles. On vous l'a annoncé hier, 29 morts déjà depuis le début de l'année, 34 en 2023. Eh bien, sachez que sur ces 34 morts sur les routes polynésiennes, l'année dernière, les 3/4 ont été causés par l'usage d'alcool ou de stupéfiants au volant d'une voiture ou au guidon d'un engin à 2 roues. Au-delà des comportements à risque des personnes, comment sécuriser la route ? Quel est le coût réel d'un accident, non seulement pour les victimes, mais aussi pour la société? Le séminaire qui se déroule sur 2 jours devrait apporter une nouvelle dynamique en matière de sécurité routière. Heidi Enko, Dylan Fels. C'est dans la commune de Haroué que le plus de piétons ont été tués entre 2016 et 2023. Les piétons représentent 11% des victimes de la route. Ces lieux accidentogènes ont tous été répertoriés par le service des transports terrestres et une réflexion est aujourd'hui menée sur les aménagements à apporter pour renforcer leur sécurité. Bien comprendre contextuellement comment se passe la mobilité des piétons sur Haroué, comprendre effectivement quels sont les lieux où ils ont besoin d'avoir une accessibilité. Est-ce que c'est auprès des magasins, auprès de l'école? C'est de mieux comprendre les circuits de déplacement pour que sur toute la chaîne de déplacement à pied, on puisse voir les aménagements qui vont pouvoir sécuriser soit des traversées, soit des passages piétons ou des trottoirs qui soient sécurisés là où peut-être aujourd'hui il y a des axes d'amélioration. Mais le tableau n'est pas tout noir. En effet, il y avait en 2008 beaucoup plus d'accidents qu'aujourd'hui, alors que le nombre de morts, lui, reste constant. L'alcool, la vitesse et les stupéfiants sont évidemment des facteurs aggravants. Autre problématique, le coût réel d'un accident. Impossible évidemment de mettre un prix sur une vie, mais il y a aussi toutes les victimes qui doivent vivre avec les séquelles. Il y a donc déjà l'espérance de vie aussi, il y a le degré d'infirmité entre guillemets de la personne suite à l'accident, il y a le reste à vivre, il y a la durée d'hospitalisation, la durée des soins médicaux qui vont être prodigués pendant toute cette période. Une estimation de 15 milliards 400 millions a été faite rien que pour l'année 2023. Pendant 2 jours, les professionnels de tous les secteurs entourant la sécurité routière se pencheront ainsi sur ces problématiques afin de créer un schéma directeur pour une route plus sûre dans les 10 années à venir. Et pour parler du séminaire de la sécurité routière en Polynésie, nous recevons Nga Tiaipoi, adjointe à la directrice des sécurités du Haut-Commissariat. Bonsoir. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui ressort de cette première journée du séminaire où plusieurs acteurs du secteur sont réunis? Alors, ce séminaire a effectivement réuni tous les acteurs de la sécurité routière au Fénois, que ce soit des services du pays, de l'État, la société civile a été présente également. Cette première journée a fait l'objet de beaucoup de discussions sous format d'ateliers en groupe de travail. On a constaté que c'était une réponse aussi attendue des différents acteurs de pouvoir se concerter afin d'échanger sur une problématique qui nous concerne tous, parce qu'on est tous usagers de la route et qu'il nous revient de réfléchir ensemble à comment dynamiser justement les actions de sensibilisation à la sécurité routière et accompagner le mieux possible l'ensemble des usagers sur nos routes. Au-delà des actions de sensibilisation, est-ce qu'il y a des projets concrets, des solutions concrètes, par exemple des retraits de points, des radars fixes, où il a été question d'une fourrière aussi aujourd'hui?
Alors, je ne vais pas anticiper les résultats des réflexions qui seront menées sur les 2 jours de séminaire, comme vous l'avez dit. Mais effectivement, il y a des propositions qui ont été faites par nos participants, selon les groupes de travail. Effectivement, pourquoi pas un permis à points, comment améliorer la formation, que ce soit la formation au permis de conduire en Polynésie. Et l'après, une fois qu'on est devenu conducteur, comment est-ce qu'on met en place des formations pour mieux sensibiliser ou rappeler aux gens quelles sont les règles de la route du code polynésien. En matière de sécurité routière, le code de la route, c'est un code de la route local. Là aussi, il faut se concerter avec toutes les forces vives, dont l'État et le pays. Alors, à mon sens, oui, effectivement, puisque nous avons un code de la route qui est particulier au territoire de la Polynésie française. C'est un document qui doit aussi évoluer avec les nouveaux risques qui sont connus sur les routes de Polynésie française. Et ça doit faire l'objet, effectivement, de concertation, vous l'avez évoqué, les infrastructures ont évolué. Les flux sur nos routes ne font qu'augmenter. Donc, évidemment, ce sont également des réflexions à avoir pour faire évoluer la réglementation. Au-delà de l'usage de l'alcool ou des produits stupéfiants, les comportements à risque sont très nombreux, notamment des 2 roues. Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Parce que vous voulez renforcer l'éducation en matière de sécurité routière. Alors effectivement, on veut renforcer l'éducation, le continuum éducatif sur l'ensemble de la vie, finalement, du primaire au lycée et après, une fois qu'on a intégré la vie professionnelle. Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Si on avait la solution miracle, on l'utiliserait. Des plus lourdes sanctions, peut-être? Alors, les sanctions, alors pas que la sanction, puisque la prévention a ses limites, mais la répression doit aussi être réfléchie et évoluer, elle aussi. Effectivement. Dernière question, Nga. Jeudi, il y a une journée portes ouvertes au public, place Toata. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, effectivement, nous organisons, les services de l'État et du pays organisent une grande journée de sensibilisation pour le grand public. Vous pouvez retrouver du coup sur l'esplanade basse de Toata des stands d'information de la DTT. Les assureurs seront là pour mieux informer les gens sur les obligations d'assurance. Il y aura des démonstrations de désincarcération de véhicules par nos pompiers. Les forces de l'ordre seront là également. On a mis en place un circuit cycliste, une piste cyclable pour les plus jeunes, un stand de lunettes qui simule les effets de l'alcool. Donc c'est pour tous les âges. Venez vous renseigner. On est tous usagers de la route. Et du coup, on a tous à apprendre des personnes qui seront là et des professionnels qui seront là pour répondre à toutes vos questions. À l'issue de ces 3 jours, donc avec demain, 2e jour du séminaire et cette journée ouverte au public, ce travail va contribuer à un schéma directeur. Alors effectivement, l'ensemble des réflexions de ce séminaire participeront à la proposition d'une feuille de route, un plan d'action pluriannuel, comme on l'a dit, pour justement améliorer la sécurité routière sur le Fénois. Merci beaucoup, Nga Tiaipo. Je rappelle que vous êtes adjointe à la directrice des sécurités du Haut-Commissariat et que le séminaire s'achève donc demain avec une journée ouverte au public jeudi. Venez nombreux. Le comité stratégique des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027 est officiellement installé. Et du côté de la Fédération tahitienne de cyclisme, une réunion importante s'est tenue cet après-midi pour dévoiler la présélection des athlètes. Une liste composée de 17 coureurs et de 9 coureuses a été dévoilée. Mais au-delà des noms, il s'agit aussi pour la FTC de poser les bases d'un programme complet mêlant entraînement, nutrition et préparation mentale. Benoît Rivals, directeur du projet Performance 2027, nous dresse le calendrier à moyen terme du programme. Il est au micro de Théophane Territoua et Mirko Vanfon. Dès juin 2025, on a un premier gros objectif qui est les championnats de France des dom-toms. Ça va se passer en Guadeloupe. On va faire un déplacement sur 2 semaines avec un arrêt d'1 semaine en France où on va amener la sélection en immersion dans une équipe élite pour vraiment peaufiner les détails de l'entraînement cycliste et ensuite amener la sélection de Tahiti en Guadeloupe pour les championnats de France dom-tom. Et Laurent Jalabert, ancien champion cycliste français, apportera ponctuellement son expertise, lui qui est désormais licencié au Vélo Club de Tahiti. L'association FAS, créée en 2016 en Polynésie, célèbre ses 8 années d'existence. Son objectif, déployer des actions concrètes et pérennes dans les domaines clés de l'éducation et l'orientation, l'emploi et l'insertion professionnelle. Ce matin, dans ses ateliers de Tiperui, on préparait un défilé des pièces réalisées par les jeunes en contrat dispositif service civique. Caroline Fari, Mirko Vanfon.
Rien ne se perd, tout se transforme. Mot d'ordre suivi dans ces ateliers de la Fondation FAS Polynésie. Celui-ci récupère les éléments électroniques et informatiques des entreprises. Ils seront triés et réparés par ces jeunes en stage pour 10 mois sous l'œil vigilant de leurs formateurs. J'apprends plusieurs choses ici. Je connais les composants électroniques de chaque matériel informatique comme l'unité centrale. Il y a des ventilateurs, des cartes de mail. On apprend beaucoup de choses ici à FAS Polynésie. Pendant les 10 mois, on va essayer de réfléchir à un projet professionnel. Ils ne vont pas forcément tous devenir des informaticiens, mais c'est déjà, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres qui veulent faire maçonnerie ou mécanique. Ici, on confectionne des sacs ou des glacières avec les bâches publicitaires usagées. Celles des Jeux Olympiques Paris 2024 font l'objet d'une collection spéciale pour un prochain défilé. Déjà, au début, je ne savais pas coudre et c'est eux qui m'ont appris. Et puis après, ça peut nous servir. On peut faire nous-mêmes à la maison. Et tu veux en faire un métier? Oui. Moi et mes collègues de ma promo, on voudrait bien ouvrir une boutique. Ouais. Je leur apprends mon métier, donc je suis styliste modéliste, donc ils sont en formation pendant 10 mois avec moi. C'est pas une sortie obligatoire, mais ça leur permet surtout d'avoir des horaires fixes, d'avoir des objectifs. On a des commandes d'entreprise. L'insertion par le recyclage, une opportunité pour ces jeunes en contrat de service civique avec le Haut Commissariat, rémunérés à hauteur de 80 000 francs par mois pour 25 heures de travail hebdomadaire. On a une quarantaine de jeunes sur les ateliers ici, entre 40 et 50 selon les journées. Ils travaillent mi-temps le matin, mi-temps l'après-midi, il y a des équipes qui tournent. Reste à peaufiner les derniers préparatifs du défilé prévu pour les 8 ans de la Fondation et présenté par ses futurs candidats au recrutement sur le marché du travail. On prend désormais la direction des Tuamotu. Demain, à Whakarava, un avion d'Air Tahiti spécialement aménagé et affrété va transporter jusqu'à Raiatea 2000 supports de nacre perlière, soit 700 000 huîtres destinées à des fermes perlières de Raiatea. Ces mollusques sont nés dans la seule écloserie de Polynésie. Ce type de transfert d'huîtres vivantes est assez rare. Ayata Tarahu est sur place. Bonsoir Ayata, vous allez suivre pour nous cette opération avec Melissa Chong à Whakarava. Quel sera le programme demain? Alors, il débute à 4h du matin pour les 18 employés de la ferme perlière. Les tuteurs, eux, ont déjà été remontés à la surface pour faciliter la récolte et le chargement. Il faudra compter entre 3 et 4 allers-retours en bateau de la ferme perlière jusqu'à l'aéroport pour transporter toute la cargaison. Vous l'avez dit, 700 000 huîtres perlières vont être transportées. Chacune mesure entre 3 et 4 cm. Chaque tuteur ou support garni est composé entre 300 et 350 nacres qui pourront être greffés seulement à partir de l'année prochaine par les perliculteurs de Ta'a et de Raiatea. Un procédé donc qui est assez complexe, vous l'avez dit, il demande beaucoup d'attention parce que vous imaginez bien que les naissants ne peuvent pas rester trop longtemps hors de l'eau au risque de mourir. C'est la deuxième fois que l'écloserie exporte ces mollusques dans une autre île. La première fois, c'était en bateau l'année dernière. Alors demain, l'avion est prévu de décoller de Whakarava à 9h55 pour atterrir à Raiatea aux alentours de 11h30 Marouki. Merci beaucoup Ayata Tarahu, merci aussi à Melissa Chong à la caméra et à la transmission reportage à retrouver demain soir. 8 ans après la sortie du premier film et le succès planétaire que l'on connaît, Vaiana 2 est projeté dans les salles françaises à partir de ce mercredi. Le film d'animation nous fait voyager dans l'immensité de l'océan Pacifique. Une équipe d'outre-mer, la première, a assisté à l'avant-première parisienne. Vaiana est de retour et depuis le dernier épisode, 3 ans se sont écoulés. L'aventurière est devenue une jeune femme et même une grande sœur. Petite sœur! Grande sœur! Oh, je vais te croquer. Méchante, t'es partie longtemps. À peine 3 jours. C'est une héroïne, elle est courageuse, elle fonce. Maintenant, c'est une exploratrice aguerrie. Et cette fois-ci, elle part à l'aventure avec un équipage. Un agriculteur en pleine mer. Ouais! Je pars avec Vaiana.
Les gens la suivent, attendent beaucoup d'elle et en fait, elle cherche à reconnecter les peuples de l'océan grâce à l'île de Motufetu. Donc elle cherche l'île de Motufetu et elle se lance dans un autre voyage pour aller plus loin. Aller plus loin, d'accord, mais toujours avec Maui. Ça va, gamine? Maui? J'ai droit à un chihou. Le demi-dieu est là pour aider l'aventurière dans sa mission, rassembler tous les peuples du Pacifique éparpillés sur l'océan. Un message d'unité qui fait du bien avant les fêtes et qui a séduit le public ce soir-là. À la fin, je ne mentirai pas, j'ai versé 2-3 larmes, mais vraiment émouvant et c'est toujours un plaisir de revoir un peu cette culture polynésienne. Tout ce qui était autour de cette histoire de l'explorateur, le Pacifique, ouais, les décors étaient exceptionnels. C'est bien plus qu'un film d'animation pour moi, parce qu'il met en lumière toute la richesse de la culture polynésienne et surtout ce lien sacré entre l'homme et la nature. Autre particularité du dessin animé, les voix de la version française assurées par des artistes des Outre-mer. On est dans un virage où, enfin, on s'intéresse un petit peu plus à quelles sont les origines des voix et pas juste doubler pour doubler. Je pense que c'est important d'avoir des représentations ultramarines aussi dans le doublage. C'est un cadeau de faire partie de cette aventure, de cette grande famille. Moi, enfant, j'aurais jamais imaginé un jour être doublé un personnage de Disney. Et dans ce deuxième opus, encore plus de chants, encore plus de danse traditionnelle. Tautai Vaiana parviendra-t-elle à accomplir sa mission? L'océan tout entier compte sur nous. Réponse en salle dès ce 27 novembre. Aucun sens de l'humour. Et à Tahiti, une avant-première de Vaiana 2 est prévue dans les cinémas Hollywood et Liberty jeudi à 19h. Le film d'animation sera aussi projeté au cinéma Majestic à partir de vendredi. L'information principale de ce mardi, depuis plusieurs mois, la grippe aviaire contamine des élevages entiers en Australie et elle a aussi été détectée à Hawaï. La Polynésie française a donc renforcé sa vigilance en matière de biosécurité car l'entrée de la maladie sur notre territoire serait dramatique pour la filière volaille. À la une de Tahiti Info, demain, mercredi, 51 milliards de matelas et en taxes encore à propos du budget du pays. Dans votre petit écran ce mardi, Polynésie la Première vous propose le documentaire Ça pousse au Fénois sur l'eau, un enjeu crucial. Après cela, il y aura 2 épisodes de la série SWAT. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet